qu'ils viennent de mettre bas, c'est celui du mois d'avril pour eux. Maintenant, le couple de l'appro qui venait de naître au mois de mars est maintenant fertile. C'est donc le couple de lapin que vous avez au milieu. Et le couple de lapin qui était devenu fertile au mois de mars a continué à vivre au mois d'avril, et puis il a engendré un nouveau couple de l'appro. De la même façon, on peut maintenant continuer, et j'aurais pu vous montrer un diagramme avec un nombre quelconque de lignes, suivant le même principe. Alors si maintenant on revient tout en haut du diagramme, au mois de janvier, il y avait un couple de lapins. Au mois de février, il y avait un couple de lapins fertiles. Au mois de mars, il y en avait 2. Au mois d'avril, il y en a 3. Si vous faites bien attention, au mois de janvier, il y en a 1. Au mois de février, il y en a 1. Au mois de mars, il y en a 1 plus 1, ce qui fait 2. Au mois d'avril, il y en a 3, ce qui est égal à 2 plus 1, puisque les 2 qui existaient déjà en mars, plus un nouveau. Et ainsi de suite. Si on continue d'observer les couples de lapins, par exemple pour le mois de mai, eh bien au mois de mai, il y aura 3 plus 2 couples de l'appro. Je vois qu'on a un petit problème avec la présentation. Quelque chose est apparemment tombé un petit peu en panne. Ça va, Johan? Tout va bien. Tout va bien? Okay. Je vous redonne les commandes dans un instant. D'accord, très bien, merci. Je reviens donc à Melapro. Et on a donc une suite. Au départ, un couple. Le mois d'après, un couple fertile. Le mois d'après, 1 plus 1, ce qui fait 2. Au mois d'avril, 2 plus 1, ce qui fait 3. Au mois de mai, on en aura 2 plus 3, ce qui fera 5. Au mois de juin, il y en aura 3 plus 5, ce qui fait 8, et ainsi de suite. De cette façon-là, Fibonacci a décrit une suite de nombres entiers qui depuis s'appelle suite de Fibonacci et qui est connue pour la propriété que chaque nombre de cette suite est la somme des 2 précédents. Je recommence. 1, 1, et puis après on a 1 plus 2, 2 plus 3, 3 plus 5, 5 plus 8, et ainsi de suite. Ce sont des nombres qui croissent assez rapidement, et d'ailleurs nous le savons bien que les lapins sont extrêmement fertiles et peuvent se multiplier à un rythme assez important. Pour la petite histoire, les Anglais qui ont conquis, envahi, appelez ça comme vous voulez, l'Australie, ont amené avec eux des couples de lapins qui ont failli liquider complètement toute la végétation là-bas parce qu'il n'y avait pas en Australie de prédateurs pour les lapins, des lièvres peut-être. C'est le même genre de fertilité. Regardez l'arbre qui est sur le côté droit. Cet arbre pousse sur un tronc. Il arrive un moment où le tronc se divise en 2. Et la branche principale va plus tard se diviser elle aussi en 2. Ce qui fait qu'au bout de 2 ans de développement, on aura 3 grosses branches. Parmi ces 3 grosses branches, il y en a 2 qui vont continuer à se diviser et une qui est trop jeune pour se diviser encore, ce qui fait qu'un an plus tard, on aura 5 grosses branches, et ainsi de suite. Cette façon de pousser existe chez beaucoup d'arbres. On la rencontre vraiment très souvent dans la nature, et on verra ça encore un petit peu plus loin dans d'autres cas. Par exemple ici, en Israël, on connaît bien cette plante. C'est une plante que tout le monde aime, dont tout le monde aime les graines. C'est un tournesol. Mais ce tournesol va nous montrer plusieurs propriétés très intéressantes. Tout d'abord, sur le côté droit, vous voyez vraiment la fleur de tournesol avec les graines qui sont à l'intérieur. Les graines de la fleur de tournesol sont organisées sous forme de différentes spirales. Si vous regardez bien l'image, vous verrez des spirales qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et vous verrez d'autres spirales qui tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre.
Et ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart des gens ont une montre digitale, mais j'espère quand même que vous vous souvenez du sens de rotation des aiguilles. Eh bien, si vous regardez cette fleur-là, eh bien, les graines sont disposées selon des arcs des arcs de spirale ou des arcs de cercle. Ceux qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre sont au nombre de 34. Ceux qui tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre sont au nombre de 55. Mais le nombre de spirales ou d'arcs de spirale dans une fleur de tournesol est toujours un nombre de Fibonacci. Et en général, on voit bien les spirales dans les deux sens contraires. Il n'y a pas le même nombre de spirales dans les deux sens, mais ce sont des nombres de Fibonacci. Ce n'est pas la seule occurrence des nombres de Fibonacci sur une plante de tournesol. Regardez l'image qui est à gauche. Afin que la photosynthèse se réalise d'une façon optimale, les feuilles se répartissent le long de la tige de façon à faire le moins d'ombre possible au-dessous d'elles. Elles vont donc se présenter un peu sous forme de spirale et les points d'ancrage des feuilles sur la tige sont de plus en plus espacés. En fait, si vous regardez bien sur la plante que je vous ai montrée là, il faut tourner 3 fois autour de la tige pour retrouver une feuille qui soit exactement au-dessus de la feuille dont on est parti. Ce qui assure un espace important entre les deux, et donc le soleil peut venir et assurer la photosynthèse sur ces feuilles-là. Mais si on tourne dans l'autre sens, eh bien, il suffira de 2 fois pour se retrouver à l'aplomb de la feuille dont on est parti. De nouveau, 3, 5, 2, ce sont des nombres qui apparaissent dans une suite de Fibonacci. On va voir que ces nombres-là apparaissent encore dans d'autres occurrences. Regardez ces jolies fleurs qui sont là. Eh bien, le nombre de pétales de ces fleurs varie évidemment selon la fleur. Sur le côté gauche, vous voyez un iris. Un iris a 3 fleurs, a 3 pétales. Ça paraît plus, mais en réalité, les pétales sont des pétales un peu compliqués. Il y en a en tout et pour tout 3. Je continue de gauche à droite, une jolie fleur jaune, une renoncule, 5 pétales. Bon, je saute encore un cran à droite, cette fois-ci c'est un souci. Le souci a 13 pétales. Vous pouvez essayer de les compter, ce n'est pas très évident parce que certains sont un petit peu pliés, mais il y en a 13. Et la fleur qui est sur le côté droit, c'est ce qu'on appelle un astère, elle a 21 pétales. On peut aussi les compter, ils ne sont pas tous exactement sur le même plan, mais on peut y arriver. De nouveau, on se retrouve avec des fleurs dont le nombre de pétales sont des nombres de Fibonacci. Il semble donc que les nombres de ces suites de Fibonacci, ce ne sont pas des nombres aléatoires, ils représentent quelque chose de très fréquent dans la nature. Voilà un chou qu'on appelle chou romanesco. C'est un peu de la famille des choux-fleurs, mais c'est différent, on ne les rencontre pas franchement sur le marché. Et ce que je vous montre là maintenant avec le chou romanesco, j'aurais pu vous le montrer aussi avec un chou-fleur. Voilà, vous pourrez toujours aller au marché demain acheter un chou-fleur et essayer de compter les fleurs et de regarder comment elles sont organisées. Simplement pour le chou romanesco, c'est beaucoup plus flagrant. Ben, de nouveau, les fleurs, les collerets qui composent le chou romanesco sont organisées selon des spirales et selon des spirales qui tournent dans le sens des aiguilles d'une montre ou à l'envers des aiguilles d'une montre. Et de nouveau, dans la photo de gauche, on a marqué certaines spirales, on a compté, on en a 8. Dans l'autre, on tourne en sens inverse des aiguilles d'une montre, on en a 13. De nouveau, ce sont des nombres qui appartiennent à la suite de Fibonacci. Eh bien, Fibonacci a eu en fait une idée donc d'écrire cette suite, et petit à petit, des scientifiques de différentes origines ont découvert des propriétés de cette suite et des apparitions de cette suite dans la nature. Ce que je vous montre là, c'est Kepler, le fameux astronome qui a trouvé ça dans les années 1600 et quelques. Imaginez que vous fabriquiez d'abord, vous dessinez un carré. Je commence par le dessin qui est en haut à gauche. Vous dessinez un carré dont le côté est d'une unité de longueur.
il est noté 1. À côté de lui, on met un carré, lui aussi, dont le côté a une unité de longueur. Donc l'un avec l'autre, ça nous donne un rectangle de 2 unités sur une unité. On peut donc compléter le dessin en dessinant un carré de 2 sur 2 juste au-dessus de lui. C'est le point qui est en haut à droite. Du coup, là, on a un rectangle dont la longueur est de 3 unités et la largeur est de 2 unités. Sur la longueur, on construit un carré de 3 unités, ce qui nous a permis de fabriquer le carré qui est en haut à gauche. Et le rectangle supérieur a maintenant un côté, une longueur de 5 et une largeur de 3. On peut donc, sur sa longueur, construire un carré qui, lui, aura 5 unités de côté. On peut continuer avec le dessin qui est immédiatement en dessous, en bas à gauche. Et sur ce nouveau rectangle, celui qui est complètement sur la gauche, celui avec le 1, 1, 2, 3, 5, donc on a un rectangle de 5 unités de largeur et 8 unités de longueur, on construit un carré de 8 unités, et ainsi de suite. Sur le côté droit, vous avez en fait le même dessin, simplement les carrés correspondant à un certain nombre de Fibonacci sont représentés par des couleurs. Et on peut continuer indéfiniment à fabriquer ce rectangle-là, ou ces rectangles-là, que certains appellent rectangles de Fibonacci. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces rectangles-là? Eh bien, je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose, mais regardez bien, cette façon de construire le rectangle Fibonacci, nous l'avons rencontré la semaine dernière, quand nous avions un problème pour savoir si un certain terrain, une parcelle de terrain qui n'est pas destinée à l'habitation, si elle peut avoir un statut de Reshut Hayachid. En tout cas, on avait besoin, dans les calculs que je vous ai décrits la semaine dernière, on avait besoin de faire la chose suivante. Le terrain qui est décrit est un terrain dont les dimensions correspondent à celles du Beth Amikdash, 100 coudées de long, 50 coudées de large, mais on voulait pouvoir transformer ce rectangle-là en un carré, et pour pouvoir le transformer en un carré, on a besoin de connaître sa superficie, qui était donc de 5000 coudées carrées, et il fallait calculer la racine carrée de 5000. Calculer la racine carrée de 5000 nécessitait de calculer une racine carrée qui est un nombre irrationnel et que les Chachamim ne savaient pas calculer, mais ce qu'ils savaient faire, c'était des approximations. Et si vous regardez bien, ils ont découpé ce rectangle en un carré, 4 bandes rectangulaires et 5 petits carrés au milieu. Et c'est comme cela qu'ils avaient construit un grand carré, le carré beige au milieu, chacune des bandes rouges sur un des côtés, on complétait les coins avec les carrés verts, et puis on répartissait la superficie du carré bleu sur l'ensemble du pourtour. Et c'est comme ça que les Chachamim étaient arrivés à une bonne approximation de la racine carrée de 5000. C'est le même genre de façon de penser que l'on retrouve ici avec les rectangles de Fibonacci. Une construction de proche en proche avec des éléments carrés ou rectangulaires dont on maîtrise les dimensions et dont on maîtrise la superficie. On retrouve donc, et dans le monde des penseurs du Talmud, et dans le monde des mathématiciens, disons, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, on retrouve le même genre de pensée. Et puis en définitive, on va retrouver quelque chose que vous fréquentez assez assidûment, pas forcément pour chacun de ces carrés. Je ne sais pas si vous vous êtes demandé un jour pourquoi les feuilles de papier que vous utilisez pour votre ordinateur ont la taille qu'elles ont. Qu'est-ce que c'est que ces feuilles ou ces cahiers de 21-29-7? D'où est-ce que ces choses-là sortent? Eh bien, vous pouvez regarder. Il s'agit tout simplement d'une construction à la mode de Fibonacci, à la mode du rectangle de Fibonacci. Et vous avez là les différentes tailles de papier que l'on utilise. Vous avez le papier A4, qui est celui que vous utilisez habituellement pour votre ordinateur, pour l'imprimante de votre ordinateur, ou les cahiers de format A4 qui sont utilisés en classe. A3 permet de faire des affiches un petit peu plus grandes, des affichettes qu'on va poser sur des tableaux d'affichage. A2, A1 sont vraiment des choses nettement plus grandes qu'on utilise pour de vraies affiches. Et c'est comme cela que l'on construit les différents formats de papier. Idem, les suites de Fibonacci sont présentes. Un rabbin américain, contemporain,
a écrit un article il y a quelques années, c'était sur la paracha de Kitetsé. Son but à lui était de parler des phénomènes aléatoires et des phénomènes qui peuvent être prédits. J'ai simplement pris de son article un petit paragraphe pour l'instant. Le texte d'origine est au-dessus. En bas, c'est une traduction un peu libre. Et ce qu'il dit, c'est la chose suivante. Il dit que l'histoire se développe avec ce qu'on appelle en anglais pattern, ce qui se traduit en français probablement par motif. Un motif pas au sens d'une raison de faire quelque chose, mais un motif ornemental ou une certaine structure qui se reproduit. Et il dit que l'ironie qui se cache dans les motifs est que parfois il révèle Dieu et que parfois il le cache. Parfois il le révèle parce qu'en regardant bien ce qui se passe, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui dirige l'affaire. À l'envers, il y a des gens qui diront, mais tu vois bien, il y a des lois de la nature qui sont immuables et qu'on peut faire fonctionner à l'envers aussi. Quand je crois que c'est Laplace qui avait reçu de Napoléon une certaine mission de calcul et d'ingénierie, et quand il était revenu et lui avait rapporté ses résultats, Napoléon lui avait demandé « Et Dieu là-dedans ?» Et Laplace lui avait répondu « Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse ». Alors il y a des gens pour qui, effectivement, les calculs, la physique, la chimie, les sciences, comme ça, occultent la présence de Dieu. Et il y en a d'autres qui voient, à travers justement la régularité et l'existence de lois, on en a parlé la semaine dernière, voient justement la main de Dieu. Par exemple, il y a des nombres de Fibonacci qui se traduisent par des séquences, par des suites et des spirales qui apparaissent partout dans la création physique, y compris chez l'homme. Ces spirales, je ne vous les ai pas encore montrées, ça vient. Quelque chose d'aussi simple que les graines d'une plante de tournesol peut être une belle représentation d'une telle spirale. Il y a de nombreux exemples dont certains ont rendu croyants certains scientifiques. Je laisse la responsabilité de cette affirmation-là au rabbin Winston. Alors nous allons pour l'instant abandonner les suites de Fibonacci. Elles reviendront, ne vous en faites pas. Mais les suites en question vont être utiles pour parler du nombre d'or. Le nombre d'or, que certains appellent aussi la divine proportion, qui a encore tout un lot d'appellations différentes suivant les pays, suivant les personnes qui vous en parlent. Le nombre d'or est apparu pour répondre à la question suivante. Comment partager une quantité en deux parties de façon harmonieuse? La notion de façon harmonieuse est une notion extrêmement mal définie. Et il est évident que, suivant les personnes, la réponse à de façon harmonieuse peut être différente. L'harmonie d'après Kant, c'était peut-être de partir de sa maison tous les jours exactement à la même heure, de faire exactement le même trajet, d'arriver au travail à une heure fixe, de repartir à la même heure et de revenir à la même heure, rien ne bougeait, tout était parfaitement immuable. Probablement que pour lui, cette chose-là était de l'harmonie. Ça veut donc dire que la polyphonie devrait être inexistante dans ce cas-là, mais on en reparlera peut-être une autre fois. Donc une première façon de partager quelque chose en deux parties parfaitement égales, c'est peut-être la réponse. Peut-être qu'on considère que ça c'est harmonieux. En tout cas, les parangons de la démocratie vont dire que c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a aucune raison de privilégier une partie du segment que j'ai dessiné au détriment de l'autre. On va donc dessiner deux segments qui ont exactement la même longueur. C'est une réponse. Elle a sa raison d'être. Mais il semble que d'autres personnes pensaient autrement. Toujours est-il que une symétrie parfaite, ou bien une extension de ce que je viens de vous décrire en partageant quelque chose en un nombre quelconque de parties parfaitement égales, ça se rencontre quelquefois en architecture. Sur le côté droit, c'est un bâtiment qui a été photographié aux États-Unis. Vous voyez bien que les fenêtres sont toutes exactement de même largeur, la distance entre les fenêtres est la même, et la distance de la dernière fenêtre à droite à l'extrémité du mur, ou de la dernière fenêtre à gauche à l'extrémité du mur, tout cela, ce sont des distances parfaitement égales. On a ici 6 fenêtres et une porte, qui sont les intervalles entre des morceaux de mur, ce qui veut donc dire qu'on a 8 morceaux de mur et 7 fenêtres. On a partagé la façade en 15 bandes parfaitement de même largeur.
On n'a pas cherché, j'imagine, là-bas à faire œuvre architecturale de façon particulière, mais si vous regardez l'autre image, l'autre image, c'est le tombeau d'Ho Chi Minh. C'est le mausolée d'Ho Chi Minh à Hanoï. Là, il y a effectivement une volonté d'exprimer quelque chose, et quand on regarde en général dans un certain type de régime, le type de construction, on se retrouve avec des constructions de symétrie parfaite, de répartition parfaitement égale des intervalles et des distances, et c'est exactement ce que l'on a là avec les colonnes. Les distances sont parfaitement égales. Il n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir une autre façon de découper. Et l'idée qui est apparue, et qui est apparue très loin, vous allez voir dans quelques minutes les exemples qui viennent de l'Antiquité, eh bien, l'idée a été de diviser le segment que l'on veut diviser en deux sous-segments, de façon à ce que la proportion de la somme des deux segments, donc du grand segment sur le plus grand des morceaux, soit égale au rapport du plus grand sur le plus petit. C'est-à-dire que si on a un segment dont la longueur est A plus B, on veut que A plus B divisé par A soit égal à A divisé par B. C'est-à-dire qu'on va conserver une certaine proportion là-dedans, et cette proportion-là, la tradition la désigne par la lettre grecque phi. Le découpage en question avait déjà été décrit par Euclide, vous voyez, ça ne date pas d'hier, et il appelait ça le découpage en extrême et moyenne raison. Raison à l'époque n'était pas un mot qui désignait seulement le fait d'être raisonnable, de ne pas faire de bêtises ou autre, mais vous avez certainement un peu de souvenir de ce que vous avez un jour appris sur les suites. Les suites géométriques, elles ont une certaine raison, c'est le nombre par lequel on multiplie chaque élément de la suite pour trouver le suivant. Et on va trouver cette valeur pour le nombre phi dans la mesure où on résout une petite équation, dans la mesure, on écrit A plus B divisé par A qui est égal à A sur B. Avec quelques manipulations algébriques, on finit par arriver en bas de votre écran à gauche à l'équation de deuxième degré, x2 moins x moins 1 égale 0. Cette équation-là a deux solutions réelles, une positive et une négative. La solution positive, c'est celle que l'on va garder, positive évidemment, puisque A et B décrivent des longueurs, certainement des nombres positifs, donc le rapport A sur B doit être un nombre positif, et le nombre phi est égal à 1 plus racine de 5 sur 2, c'est ça sa vraie valeur. Vrai écrit entre guillemets, c'est sa valeur exacte. Et une valeur approchée, c'est 1,618033 et ainsi de suite. Il y a là derrière une suite infinie de nombres après la virgule, et une suite infinie qui ne montre aucune structure particulière. Le nombre phi est un nombre irrationnel, c'est dû au fait que racine de 5 lui-même est un nombre irrationnel, et on a déjà évoqué la semaine dernière les difficultés qu'avaient les Chachamim avec les nombres irrationnels. On verra un petit peu plus tard ce qu'ils ont fait avec ce fameux nombre-là. Toujours est-il que Kepler a découvert que si on prend la suite de Fibonacci et qu'on calcule le rapport de deux nombres successifs, eh bien, on obtient une nouvelle suite, cette fois-ci de nombres rationnels, mais une suite dont les éléments se rapprochent, eh bien, tout simplement de la valeur que l'on avait trouvée pour phi. Dans le tableau qui est à gauche, vous avez dans la colonne de gauche les nombres successifs de la suite de Fibonacci, mais décalés. On part simplement du deuxième. C'est pour ça que vous voyez 1, 2, 3, 5, 8. La colonne du milieu, ce sont les nombres de la suite de Fibonacci d'origine, complète, 1, 1, 2, 3, etc. Et la colonne de droite, c'est le rapport. 1 divisé par 1, ça fait 1. 2 divisé par 1, ça fait 2. 3 divisé par 2, ça fait 1,5. Et ainsi de suite. Et petit à petit, on voit bien que les rapports en question s'approchent de façon relativement rapide de la valeur de phi, 1,618033, etc., etc. Et ça a permis donc d'avoir une façon approchée d'utiliser le nombre phi, que certains ont appelé nombre d'or ou divine proportion et autres. Et vous allez voir où on va rencontrer maintenant les nombres qui nous intéressaient tellement avant. Les nombres irrationnels, les Chachamim ne les connaissaient pas à leur époque. À l'époque de la Gemara, ça n'existait pas. À l'époque de Rashi, ça n'existait pas. Et ils avaient donc constamment besoin d'utiliser des
approximations pour ces nombres irrationnels, et ils y arrivaient pas mal du tout. On le voit dans Maseret Sachim, dans Maseret Eruvin, dans Maseret Souka. Mais les nombres irrationnels les plus fréquemment utilisés en géométrie, disons, c'est racine carrée de 2 pour le carré. Regardez le dessin d'en haut, j'ai dessiné un cube. Donc les faces sont supposées être des carrés. Prenez la face inférieure, celle qui est posée sur le sol. Si on suppose que le côté du carré est égal à 1, eh bien la longueur de la diagonale, celle qui était en bleu clair, en turquoise, c'est racine de 2. Si on prend la diagonale du cube, qui est dessinée en rouge, eh bien sa longueur, ce sera racine de 3. De façon parfaitement naturelle, ces racines carrées-là apparaissent. La valeur de racine de 5 apparaît à travers phi, qui apparaît dans le pentagone. Regardez l'image d'en bas. J'ai dessiné un pentagone régulier et un certain nombre de diagonales du pentagone. Les diagonales du pentagone ont créé ce que l'on appelle une étoile à 5 branches. Eh bien, si vous regardez cette étoile à 5 branches, la longueur du segment BH divisé par la longueur du segment HA, eh bien, c'est exactement le nombre d'or. On a là une apparition du nombre d'or dans une étoile qui était en fait un symbole religieux en Égypte ou dans d'autres pays. Et on aurait pu, mais je n'ai pas l'intention ce soir de donner un cours de religion comparée, mais dans beaucoup de religions anciennes, dans beaucoup de types d'idolâtrie différentes, ils avaient des symboles qui étaient souvent construits sur des symboles géométriques, et cette étoile à 5 branches en est un, et le nombre 6, ce nombre irrationnel, apparaît dans les proportions des différents segments sur l'étoile à 5 branches qui a été créée de cette façon-là. Nous rencontrerons cette étoile-là un petit peu plus tard de nouveau, mais pour l'instant, regardez cet extrait, ce n'est pas une miniature, ça fait partie d'un tableau beaucoup plus grand de Michel-Ange, qui représente ce qu'ils appellent la Sainte Famille. Et si vous regardez bien la répartition des personnes à l'intérieur de cet ensemble, la fameuse étoile à 5 branches fixe en fait les lignes majeures du dessin. Ça fait partie de ces dessins classiques, de l'époque classique des peintres italiens, où le nombre d'or était très important, héritage qui venait de très loin, puisqu'il venait de la Grèce antique. Et de la même façon que j'ai construit mon étoile à 5 branches, eh bien, sur le côté gauche, la partie centrale de l'étoile à 5 branches est un pentagone régulier sur lequel j'ai pu construire une étoile à 5 branches. Cette fois-ci, elle a simplement sa pointe vers le bas. Et la partie centrale de cette nouvelle étoile à 5 branches plus petite est elle-même un pentagone régulier dans lequel j'ai pu construire une étoile à 5 branches. Et ainsi, de façon indéfinie, on peut envisager de construire des étoiles à 5 branches à l'intérieur. Elles seront une fois tournées vers le haut, une fois tournées vers le bas, une fois tournées vers le haut, une fois tournées vers le bas. Et on peut les construire de façon indéfinie. Et à toute échelle de grandeur, on retrouvera le même dessin et les mêmes proportions, avec chaque fois le fameux nombre d'or qui apparaît comme proportion entre la partie longue et la partie courte d'un des côtés de l'étoile à 5 branches. Sur le côté gauche, j'ai fait une construction identique, mais pour un polygone régulier à 4 côtés, c'est-à-dire un carré, et en joignant à chaque fois les milieux des côtés. On construit comme ça, petit à petit, un dessin qui, à toute échelle de grandeur, montre exactement la même chose. Le genre de dessin qui doit vous rappeler un petit peu l'ouverture. Il y a un diaphragme d'appareil photo, encore que là-bas, c'est avec des choses qui sont courbes. Mais c'est une construction d'objets mathématiques que l'on appelle des fractales, qui sont des objets qui ont été définis par Mandelbrot dans les années 1960. Je vais en rester là pour les fractales, parce que j'en parlerai une autre fois, pas seulement pour leur géométrie, mais pour ce qu'elles représentent à l'intérieur du calendrier juif, pour ce qu'elles représentent dans la structure de la tfila et dans d'autres objets. Je vois qu'il y a une question si le pentagone a un rapport avec tout ça. Certainement, puisque le pentagone là-bas, il s'appelle comme ça parce que c'est un bâtiment qui a été construit sous forme de pentagone régulier. On peut en trouver sur Internet des photographies aériennes et on voit bien la forme de pentagone régulier. Maintenant, les fameuses étoiles ou autres, pas vraiment. Et je ne sais pas si les architectes ont fait ça pour une raison mystique ou tout simplement parce que ça leur permettait de construire un bâtiment comme on n'en construit pas beaucoup. Est-ce que j'ai répondu à la question? J'espère.
Alors, on parlait d'événements prédictibles ou de motifs qui se répètent. Eh bien, le rabbin Pinchas Winston, dans le paragraphe précédent, celui que je vous ai déjà cité, dit que la possibilité de prédire est pour nous une fonction de l'existence de modèles, de motifs répétés. La répétition constante du même motif nous indique ce qui est susceptible de se produire plus tard. Le hasard nous laisse dans l'obscurité. Le hasard, d'ailleurs, en hébreu, le mot hasard, c'est le mot mikré. Et les Chachamim nous font remarquer que les lettres du mot mikré, même Kouf Resh Aleph, sont celles qui composent le Rak Me'Hashem. Le hasard, c'est uniquement les choses qui viennent de chez Akadosh Baruch Hu. Nous n'avons pas les éléments dans la main pour pouvoir prédire ce qui va se passer. Toujours est-il que la répétition d'un motif éclaire l'histoire et nous permet de faire des prédictions, ce qui est particulièrement important quand il s'agit de rendre la vie plus sûre, que ce soit contre les terroristes ou en cas de catastrophe naturelle. Eh bien, où est-ce qu'on va rencontrer tout cela? Il serait quand même temps qu'on parle un petit peu de choses qui nous semblent un petit peu plus proches. Eh bien, regardez. Nous avons une mitzvah pour chaque vêtement qui a 4 coins. Nous avons une mitzvah de garnir le vêtement de ce que nous appelons des tzitziot. Le talit, ou bien nous mettons un talit katan, ou bien tout vêtement. Si, par exemple, si on avait un vêtement, une veste qui aurait 4 coins, bien, il faudrait y mettre des tzitziot. Et la mitzvah apparaît dans le livre de Bamidbar. Daber el Bnei Israël, ve'amarta alehem, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, ve'asu lahem tzitzit al kanfei vigdehem, et ils mettront des tzitzit au coin de leurs vêtements, les dorotam, c'est une mitzvah pour toutes les générations, ve'natnu al tzitzit hakanaf petil techelet, et ils devront faire en sorte que sur les tzitzit, il y ait un fil bleu azur. Je vais continuer à appeler ça trelet parce que c'est le vrai nom. Oui, mais la Torah ne dit pas comment il faut faire ces tzitziot. La Gemara vient en parler dans Masechet Menachot, on va voir ça dans une minute, peut-être je peux passer déjà à l'écran d'après, je reviendrai en arrière par la suite. La Gemara dans Menachot discute comment on doit faire ces tzitziot-là. Alors une partie des fils doit être traditionnellement blanc, en réalité il pourrait être de n'importe quelle autre couleur, il devrait avoir la couleur du vêtement, donc si on a un vêtement bleu, rouge, il devrait être rouge, si on a un vêtement vert, il devrait être vert, mais il y a un fil d'azur qui doit être avec eux. Et la Gemara, je vous raconte rapidement sans traduire mot à mot, pour ceux qui peuvent lire le texte, ils le font eux-mêmes. Les Chachamim, mais en particulier Rav, expliquent comment les choses doivent être réparties et quelles doivent être les proportions couvertes par des chouliot, ou bien ce qui n'est pas couvert, ce qui reste du fil libre. Ce que vous avez sur le côté gauche, c'est un tzitzit fait d'après la Shita du Rambam, de Maïmonide. Tous sont composés en fait de 4 fils pliés en 2, ce qui en fait 8. Et tout autour, on construit des chouliot, des espèces des bandes, disons. Et d'après la Shita du Rambam, il doit y en avoir entre 7 et 13. Là, c'est un dessin où il y en a 13. La première bande, le premier anneau, doit être composé d'un tour blanc et 2 bleus. Les suivants sont entièrement bleus très laids. Et le dernier, c'est 2 bleus et 1 blanc. Et tout simplement, ce que Rav dit, c'est qu'il faut que les choses soient faites de telle façon que la proportion de fils libres par rapport aux fils couverts par des chouliot, eh bien, ça doit être à peu près 2 tiers, 1 tiers. Pourquoi? Eh bien, les Chachamim discutent là-dessus à toutes les générations. Eh bien, tout simplement parce que c'est la proportion qui permet au tzitzit d'être beau. Faites bien attention que 2 tiers, c'est l'inverse de 3 demi. 3 demi, ça fait 1,5. Et que, comme nous le dit un des décisionnaires, quand tu regardes à l'œil nu, tu ne mesures pas de façon précise, tu ne cherches pas à faire un calcul géométrique, mais il s'agit de beauté, donc c'est ce que tu vois, ce que tu apprécies. Eh bien, 1,5 au lieu de 1,61, eh bien, c'est une bonne approximation, ça suffit comme ça, il n'y a pas de raison de s'en priver. Et on retrouve donc ici, dans cette façon de faire les tzitziot, et le Rambam l'écrit noir sur blanc, il dit combien faut-il qu'il y ait d'anneaux, etc., etc. Et puis la phrase que j'ai bien marquée en jaune, et la beauté du trelet, c'est que les anneaux soient faits, qu'il y ait 1 tiers d'anneaux triples et 2 tiers qui soient faits de fils libres. Il explique donc clairement que la raison pour laquelle Rav, déjà dans la Gemara, dans Masechet Menachot,
voulait qu'on fasse les tzitzit avec des proportions comme cela, c'était pour des raisons esthétiques. Ces raisons esthétiques apparaissent dans différents bâtiments qu'on connaît dans le monde. Par exemple, les pyramides d'Égypte sont construites d'après cette proportion-là. Si on suppose que la moitié du côté est d'une unité de longueur, du côté de la base, la hauteur de la pyramide est égale à racine carrée de phi et l'hypoténuse du triangle rectangle que l'on dessine là est égale à ce nombre d'or phi. En bas, vous avez le Taj Mahal qui, globalement, dans sa partie inférieure, montre un rectangle où les différentes proportions liées au nombre d'or sont présentes. Et la partie centrale, elle-même, dans sa répartition entre les différentes fenêtres et le linteau et tout, respecte aussi cette répartition en termes de nombre d'or. On rencontre ça dans d'autres bâtiments, dans d'autres endroits dans le monde, par exemple dans un bâtiment très connu à Paris, et dans un autre bâtiment très connu à Athènes. Il est d'ailleurs en réflexion là-bas sur le Parthénon. Les temples grecs étant l'archétype de bâtiments qui ont été construits avec des façades qui s'inscrivent dans un rectangle qui est le rectangle d'or. Et vous voyez bien la description qui en est faite. Même le triangle du fronton est lui-même lié au nombre d'or, mais je n'ai pas l'intention de continuer ce genre de calcul-là. J'ai d'autres choses à vous montrer. Si on reprend le rectangle tel que Fibonacci ou Kepler le construisaient, on va pouvoir petit à petit construire une spirale. En construisant chaque fois un arc de cercle qui est inscrit dans le carré, ça nous donne un quart de cercle à chaque fois, et ça construit comme ça une spirale qui est une bonne approximation de ce qu'on appelle une spirale logarithmique, dont le taux de croissance est égal au nombre phi, c'est-à-dire que la distance d'un point de la spirale au centre croît du nombre phi exactement à chaque quart de tour. Et bien, ces spirales-là sont très fréquentes dans la nature. On rencontre une spirale de ce genre-là, par exemple, dans la forme d'un œuf. C'est ce que vous avez à gauche. Léonard de Vinci a, consciemment ou inconsciemment, dessiné la Joconde en l'inscrivant dans une spirale de ce genre-là. Peut-être est-ce là l'origine de l'appréciation que le monde entier a pour le tableau de la Joconde. Mais on va retrouver ça dans d'autres. Au milieu, vous avez un nautile qui est une créature marine dont la coquille est divisée en cellules. La forme de la coquille est une forme de spirale de Fibonacci. Du tournesol, nous avons déjà parlé avant. La structure de l'ADN aussi est comme cela, avec un écartement entre les brins à certains endroits qui respecte la règle de la proportion égale au nombre d'or entre le rapport de la longueur du segment bleu clair sur le segment jaune, c'est le rapport, c'est ce fameux nombre phi. Et on retrouvera des spirales de type Fibonacci dans des pommes de pin ou bien dans les ananas, comme les deux illustrations vous le montrent. Mais on rencontrera ça aussi à des échelles plus grandes. On va rencontrer ça, par exemple, sur le côté gauche, c'est une photo qui a été prise avec un appareil rapide. Vous voyez une personne qui avait trempé sa tête dans l'eau de mer et qui la sort de façon très violente. On a pu filmer les gouttes d'eau. La forme qui est dessinée par les gouttes d'eau, c'est une spirale de Fibonacci. À droite, c'est une photo prise depuis l'espace de l'ouragan Sandy qui a frappé New York. Regardez bien la forme. De nouveau, ça s'inscrit dans une spirale de Fibonacci. Et enfin, à une taille bien plus grande que tout cela, vous avez là une photo de ce qu'on appelle une galaxie spirale, comme la nôtre. La Voie lactée a une forme qui ressemble à ça, avec un cœur brillant au milieu, et puis plusieurs bras qui tournent en forme de spirale, et ce sont aussi des spirales de Fibonacci. Comme, bien entendu, ce sont des approximations. Et donc, toutes ces questions d'esthétique, toutes ces questions de beauté, est-ce que c'est vraiment important pour nous? Eh bien, la réponse est oui. Nous le disons dans la tfila tous les matins, dans la tfila de Shacharit, la bracha qui est immédiatement après la lecture du schéma. Emet, ça commence par le mot Emet, c'est vrai. Et on va dire 15 mots avec un vav qui fait la conjonction. Et après Emet, Veyativ. Yativ, c'est la traduction du mot Emet en araméen. Nachon, c'est encore un synonyme, et ainsi de suite, des choses qui sont extrêmement solides et intangibles. Et ça se termine par Veyafé. Nous disons dans notre tfila que le beau a sa place dans notre univers, y compris dans l'univers que l'on appellerait religieux.
Et d'ailleurs, c'est ce que Shir HaShirim nous dit, Inach Yafa Rayati, quand le dot dit à la fiancée qu'elle est belle. Et on le dit d'ailleurs dans un autre endroit, dans un piout que les Ashkenazim disent pratiquement tous les Shabbats, je crois, et les jours de fête. Les Sfaradim, en général, ne le disent qu'à Rosh Hashanah et Yom Kippour. Le piout à Ideret ve'emuna, on dit Anoï ve'anetzach lechaya olamim, la beauté et l'éternité appartiennent à Dieu. C'est donc qu'il y a une notion de beauté qui est importante. Et dans Masechet Sukkah, on parle de la beauté d'Yerushalayim, ou bien on parle de la beauté du Beth Amikdash. Ces choses-là sont donc extrêmement importantes. Et on va donc retrouver toutes ces nombres et ces proportions dans notre vie de tous les jours et dans d'autres choses qui sont liées à de la Kedusha. Les critères esthétiques, je vais passer relativement rapidement là-dessus, mais les critères esthétiques qui sont basés sur le nombre d'or sont ceux qui vont fixer énormément de choses liées à la structure du corps humain et à la façon dont les gens se considèrent eux-mêmes quand ils se regardent dans la glace. Et pour les gens qui sont considérés comme beaux, chacun considère qui il veut comme beau, et pour les gens qui sont considérés comme beaux de nos jours, eh bien, il y a un certain nombre de proportions dans le corps humain qui respectent la règle du nombre d'or. Ici, voici un exemple avec énormément de proportions comme cela, la distance de la base du nez à l'oreille divisée par la distance de l'œil, du centre de l'œil à l'oreille. Des distances, ça c'est des distances horizontales. On va les retrouver avec les proportions entre l'avant-bras et la main. Des proportions entre la taille depuis les pieds jusqu'au nombril et puis du nombril jusqu'au-dessus de la tête. Et ainsi de suite. On trouve énormément de ces proportions-là chez des gens qui sont considérés, peu importe par qui, comme beaux. Vous voyez là l'homme de Vitruve, ce fameux dessin très très connu de Léonard de Vinci, à gauche inscrit dans une spirale de Fibonacci, au milieu certaines de ces proportions, la longueur du avant-bras plus la main divisée par la longueur du bras, c'est un nombre d'or. La taille des pieds au nombril divisée par la taille du nombril au sommet de la tête, c'est un nombre d'or, et ainsi de suite. Et de la même façon, à droite, vous pouvez le voir, inscrit dans cette fameuse étoile à 5 branches qui est inscrite dans un polygone régulier. On retrouve ce genre de choses-là constamment. Et on va retrouver ça aussi dans les proportions de différentes, soit de visages de différentes personnes, dans la spirale pour l'oreille, et tout simplement, ça vous amusera peut-être, mais c'est vraisemblablement la raison pour laquelle les femmes ont l'habitude de porter des talons hauts, parce que ça permet de rapprocher la taille depuis la semelle jusqu'au nombril, divisé par la taille depuis le nombril jusqu'au sommet de la tête, ça permet de le rapprocher de ce fameux nombre d'or. On ne savait pas que les modistes et que les fabricants de chaussures pensaient à cela. Je vous ai dit que c'était un domaine de recherche très vivant, il y a des journaux, il y a des livres qui se publient constamment là-dessus. Mais il y a quelque chose d'autre que je voudrais pouvoir vous montrer. C'est que dans la mesure où quelque chose, un certain phénomène se retrouve à toutes les échelles de grandeur, depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand, ça veut dire que cette chose-là est parfaitement fondamentale, et si elle est fondamentale dans la structure du monde, on doit pouvoir la retrouver quelque part dans des choses qui doivent être centrales dans la vie du peuple juif. Eh bien oui, on va les retrouver. Pas seulement là en voyant Saturne, qui s'appelle Shabtai, ce qui est un nom pas si mal, ou dans ce chou rouge. Comme d'habitude, quand on le coupe pour faire une salade, on ne fait pas attention à la structure que l'on voit en coupant le chou, et pourtant voilà, des spirales de Fibonacci. Mais on va retrouver cela, eh bien, dans l'arche de Noé. Les proportions que l'on va retrouver, Vézé Asher Ta'aseota. La Torah nous décrit quelles doivent être les dimensions de l'arche. Shalosh Meot Ama Orech Ateva, 300 coudées de long, Chamishim Ama Orba, 50 coudées de large, ou Shloshim Ama Komata, et 30 coudées de haut. Le rapport des 50 coudées de long sur 30 coudées de haut, c'est 5 tiers, c'est 2,5 divisé par 1,5, c'est 1,6. C'est une très bonne approximation du nombre d'or. Il semblait donc qu'il ne s'agissait pas seulement d'être sauvé du déluge, d'être sauvé des eaux pour Noé, sa famille et les animaux, mais on va trouver cela de façon esthétique aussi dans l'arche. Une autre arche, c'est le même mot en français arche, mais là-bas c'était Teva et ici c'est Aaron.
Aaron abrite l'arche d'alliance, eh bien, ces proportions sont exactement les mêmes. Sous Aaron Atzeh Shittim, ils feront une armoire, un coffrage en bois de Shittim, probablement de l'acacia, ayant 2 coudées et demie de long, 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de hauteur. 2,5 divisé par 1,5, c'est de nouveau la même proportion, 5 divisé par 3, c'est 1,66. De nouveau, on se retrouve avec le même nombre d'or qui apparaît ici. Et on va le retrouver encore à un autre endroit. Vous voyez bien des choses parfaitement fondamentales, centrales. Eh bien, il y a un misbéach, un autel. Quand les Bnei Israël vont faire le Mishkan, eh bien, ils vont construire non seulement l'arche d'alliance, mais aussi un autel, 2 autels en fait, un qui sera couvert d'or et l'autre qui sera couvert de bronze. Celui qui est couvert de bronze à l'extérieur pour apporter les holocaustes, eh bien, sa taille est de 5 coudées de longueur, 5 coudées de largeur, il y a une base carrée, et 3 coudées de hauteur. De nouveau, on retrouve ce 5 divisé par 3, qui est égal à 1,66. De nouveau, une excellente approximation du nombre d'or. Et on va retrouver cela, mais de façon un petit peu plus compliquée, dans les dimensions du Beth Amikdash. En fait, pour le Beth Amikdash, il y a un certain nombre de gens qui ont fait des plans et des relevés, et le Beth Amikdash n'était pas exactement un rectangle, et donc ce n'est pas sur les dimensions du rectangle lui-même, mais ce sera sur des rapports de côtés successifs que l'on verra apparaître petit à petit les nombres de Fibonacci. Ça a été décrit dans un article il y a quelques années par le professeur Michelson. Vous avez à gauche un plan qui est un plan parfaitement accepté. Vous avez en rouge l'enceinte de ce qu'on appelle Harabait, le mont du temple. Le Beth Amikdash lui-même étant plutôt à l'intérieur, c'est le rectangle jaune avec le Kodesh HaKodashim qui est entouré par le cercle vert. En fait, le cercle vert représente le dôme du roc que les Arabes ont placé là-bas dessus pour l'instant. Et en fait, la position du Beth Amikdash lui-même sur l'ensemble de la terre d'Israël, vous avez là à gauche une carte de la terre d'Israël avec les différentes tribus dans leurs différents emplacements. Une ligne droite qui est tirée depuis le point en bas à gauche vers en haut à droite, c'est-à-dire depuis à peu près El Arish jusque vers Tyr, ou un petit peu au nord de Tyr. C'est ça, les frontières décrites par la Torah pour la terre d'Israël. Et bien, si vous placez à sa place Jérusalem avec le Beth Amikdash, le rapport de la distance du Beth Amikdash à la frontière nord et de la distance du Beth Amikdash à la frontière sud, à l'extrémité sud, c'est le nombre d'or. On le retrouve partout, y compris donc dans ce qui nous intéresse, dans ce qui nous concerne, dans notre vie, dans les centres de notre vie. Eh bien, ces choses-là, comme je vous l'ai dit avant, ce sont des choses dans lesquelles les travaux des scientifiques, et c'est vrai encore aujourd'hui parce que ces nombres de Fibonacci sont liés aux communications par câble, ils sont liés à tout un tas de domaines scientifiques très très importants, et pas seulement à de la biologie, de la zoologie ou l'étude des plantes, mais ça va nous amener, en se souvenant des deux diagrammes de départ, celui de la prolifération des lapins et celui de l'ouverture des différentes branches année après année dans notre arbre, ben on arrivera à une structure qui s'appelle une structure de fractale. Cette structure de fractale, on en parlera une autre fois, c'est elle qui permet d'avoir ces jolis dessins et quelquefois de superbes imprimés pour faire des vêtements ou des tissus d'aveuglement. Et nous en parlerons une autre fois, liée à la tfila, aux sonneries du chauffard, à Rosh Hashanah et encore tout un tas d'autres phénomènes, la répartition des fêtes dans l'année, la répartition des tfilotes dans la journée, la structure des tfilotes à l'intérieur, tout cela sera construit sur la base de ce que nous avons commencé à apprendre aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Dana Picard. Vraiment un grand plaisir. On est rentré en plein dans le sujet du nombre d'or et on a commencé à comprendre la relation avec la Torah, avec le Beth Amikdash, le Mishbeach. Donc ça donne vraiment envie d'écouter la suite. Si vous avez apprécié comme moi ce cours, on peut retrouver ce cours, il est enregistré. Les cours précédents sont également enregistrés. Ils sont mis sur le site de lilmod.org. Vous allez comme si vous vouliez vous connecter au cours et vous descendez dans la page et selon les dates, vous pouvez rentrer dans le cours. Il y a un lien qui vous amène directement sur YouTube et le cours là-bas a été enregistré. Voilà, merci à vous. Parlez-en autour de vous si vous avez apprécié également. Et la dernière chose,
c'est que on va se retrouver donc la semaine prochaine avec un grand plaisir. Et moi, j'aurai le plaisir dès dimanche de vous retrouver, puisque on a toujours des cours. Dimanche, on a le cours du Rav El-Koubi, les lois du Shabbat. Vous pouvez poser des questions avant le cours ou pendant le cours, sur Shabbat également. Voilà. Merci beaucoup. Shabbat Shalom à vous tous. Et merci. Pour encore plus de cours, rendez-vous sur lilmod.org. Shabbat Shalom à tous et Leitraot. Shabbat Shalom.